Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Hello, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Victor Leboda, qui a travaillé chez Germinal, Libéo, et qui va nous expliquer aujourd'hui comment valider son Product Market Fit. Aujourd'hui, Victor est freelance, il se dédie vraiment au Product Market Fit, c'est ce qui l'intéresse et ce qui le passionne. Je t'en prie, Victor, déjà, comment vas-tu? Et après, Salut, salut. salut. Du coup, merci de me recevoir. Franchement, je suis hyper content d'être ici et d'autant plus que c'est mon tout premier épisode de podcast. Donc, un petit peu anxieux, mais super content d'être là en tout cas. Magnifique, ça se passe toujours bien les premiers épisodes, t'inquiète pas et tu vas devenir accro, tu vas vouloir en faire plein. Trop cool. Franchement, je suis à deux doigts de lancer un podcast là. J'ai trop envie. J'ai même acheté le Ouais, micro et tout à l'heure. là t'as tout le matos qui est arrivé aujourd'hui, là, ce que tu me disais, là c'est Ouais, c'est parfait, là t'es lancé. Trop bien, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous écoutent, raconter un peu ce que t'as fait, ce que t'aimes faire justement aussi et pourquoi ouais, le Product Market Fit? ok. Déjà pour commencer par le début, je m'appelle Victor Leboda. Je suis expert en validation de marché et de manière assez spécifique sur les SaaS B2B. Donc c'est vraiment le truc sur lequel je me suis spécialisé au cours des dernières années. Pour la faire courte en termes de parcours, enfin je vais essayer. J'ai commencé à faire du gros chez Germinal, donc j'étais le tout premier employé. C'était génial comme aventure, j'y ai passé 3 ans. Euh, Grosso modo, c'est là où j'ai acquis un socle de compétences solides sur plein de sous-thématiques dans le gros. Donc il y a le paid, l'outbound, landing page, tracking, etc. À l'époque, on faisait deux choses. C'est vrai que Germinal a un peu changé depuis, ils ont pivoté sur la partie formation, mais à l'époque, ça ressemblait à peu près à une agence. Soit on faisait de l'acquisition pure et dure en paid et en outbound pour des boîtes qui pouvaient être start-up ou grands groupes, soit on faisait du test de marché. Donc pour des boîtes, pareil, tout type de taille et plein de secteurs d'activité différents, mais qui voulaient tester un produit ou un service en le fakeant de A à Z. Donc vraiment, on faisait semblant que le produit ou le service existait pour aller tester le marché en conditions réelles et pas en étant sur quelque chose de hyper, enfin, beaucoup moins intéressant, avec de la data moins fiable, comme tu le ferais quand tu fais un sondage, quoi. Du coup, aujourd'hui, ça paraît assez naturel de faire du fake it, mais à l'époque, ça ne l'était pas trop. Et en fait, ce qui se passait, du coup, c'est qu'on avait des boîtes qui passaient 1 ou 2 ans à développer des produits. Potentiellement, le produit, une fois qu'il était enfin dans un Carrefour, Auchan, etc., il ne trouvait pas son marché parce que la proposition de valeur n'était pas intéressante, le packaging était horrible, le prix était trop cher, et du coup, pour aller cibler la personne qui était prévue pour ce produit, ben, ça fonctionnait pas. Et du coup, énorme gâchis de ressources, quoi. Donc voilà, c'est vraiment à cette époque où j'ai eu un déclic sur la partie test de marché et que je suis rentré à fond les ballons dans le gros, quoi. Trop bien. Et ce que tu me disais aussi que je trouvais ultra intéressant, c'est que vous alliez vraiment jusqu'à la fin, c'est-à-dire Ouais, faker jusqu'à dire qu'il y a un produit, il coûte tant, jusqu'au bouton de paiement, et après ouais. dire qu'il n'est pas disponible. Donc là, il y a vraiment, t'as des chiffres concrets en disant, bah voilà, ton panier moyen qui était à 29%, à 29 euros, et bah t'en as eu 100 qui ont été commandés avec la landing, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, vraiment, c'était par exemple une grosse boîte qui vient te voir, qui dit je veux lancer des croquettes pour chiens à base d'insectes. Ils savent pas exactement comment distribuer ça, avec quelle value prop partir. Et du coup, en fait, ce qu'on va faire, en tout cas, c'est ce qu'on faisait, on testait plein de canaux d'acquisition et souvent le paid, c'était le numéro un, pour plein de bonnes raisons. Tu testes tes audiences, tu testes tes value prop, tu as des gens qui cliquent sur tes ads et ensuite ils arrivent sur une landing page. Sur la landing page, évidemment, tu t'arrêtes pas là, tu leur dis pas serais-tu prêt à acheter ce produit? Si oui, combien? Ça, c'est pas très intéressant. On fake vraiment le produit, les gens ajoutent le produit au panier et à l'étape de paiement pour des contraintes légales, on allait du coup dire désolé, on n'a plus de produit en stock. Et c'est trop cool pour le client parce que tu as toute la data qui va lui permettre de se lancer en étant certain
d'arriver à distribuer son produit sur tel canal, auprès de telle audience, avec tel message. Et, euh, et ils connaissent même le coût d'acquisition final pour une vente de produit. Donc, trop cool, quoi. Ouais, de l'ultra concret et puis, Ouais, au final, ça coûte moins cher à la boîte de faire ça que de lancer son produit justement, tu disais rayon Carrefour et au final, c'est un flop ouais, total. ouais, clairement. Ça t'économise 2 ans de temps de vie et de ressources qui bossent à temps plein sur un produit qui ne sera pas distribué, quoi. Génial. On en parlait en off, justement, tu me parlais de product market fit et de validation, du product market fit et tu mettais une différence. Moi, j'avoue que je connaissais pas du tout la différence. Moi, j'avais toujours en tête le product market fit. Est-ce que tu peux nous expliquer cette nuance entre la validation et le product? Ouais. Ouais, effectivement, c'est assez différent. Pour, la version courte, en gros, c'est que la validation de marché, ça intervient beaucoup plus tôt que, trouver son product market fit. La version longue, c'est que en gros, la validation de marché, c'est, comprendre, qui sont les typologies de personnes qui vont être intéressées pour tel ou tel besoin et comprendre aussi pour quel prix elles sont prêtes, à s'engager dans ton produit, dans ton service. Et du coup, tu te bases pas du tout sur un sondage, mais vraiment sur des résultats qui sont concrets. Donc, ce que tu veux, c'est de l'inscription. Donc, c'est vraiment le fake it, un peu à la Germinal finalement. Mmh. Et en fait, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, c'est plus ou moins simple, donc à prendre avec des pincettes, surtout pour ceux qui galèrent, mais c'est plus ou moins simple d'aller chercher du budget. Donc, en gros, de financer sa boîte, parce qu'il y a plein de fonds d'investissement qui sont là, il y a des business angels un peu partout. Donc, c'est assez simple d'être financé. Euh, Par contre, du coup, si c'est beaucoup plus simple d'être financé, ça veut dire que tout le monde est finançable et donc ça va vraiment pas se jouer là-dessus, mais sur le timing et sur l'exécution, celui qui exécute le mieux, le plus vite et qui a des résultats concrets pour aller chercher la levée de fonds suivante. Donc vraiment l'enjeu c'est d'aller vite sur la partie exécution pour trouver rapidement une traction et embrayer sur une seed ou une série A. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que c'est intéressant la validation de marché pour ce typologie de boîte, donc plutôt pré-seed. Et la différence qu'il y a avec la recherche du product market fit, ben, un peu comme je disais, en gros, le product market fit, c'est il y a plein de manières de le définir, hein. Il y a 10 000 définitions qui existent sur Internet. Mmh. Mais bon, déjà, la traduction littérale, c'est l'adéquation entre produit et marché. Et, euh, et en fait, il y a un article qui est intéressant que j'aime bien. C'était le CEO de Superhuman qui a écrit un article sur ce sujet. C'était How Superhuman Built an Engine Mmh. to Find a Product Market Fit. Et en fait, sa définition, en tout cas à lui, c'est que tu dis que tu as trouvé ton product market fit quand tu as des users actifs, que ces users actifs, tu peux leur demander, donc là pour le coup c'est un sondage, comment ils se sentiraient si le produit fermait demain. Et si tu as plus de 40% des gens qui répondent qu'ils sont très déçus, là tu peux considérer que tu as vraiment trouvé ton product market fit. Donc il y a vraiment une notion de produit derrière. C'est pour ça que la validation de marché, ça intervient vraiment bien en amont, Mmh. que le product market fit, c'est une fois que tu as des users actifs que tu peux interviewer et comprendre à quel point ils seraient déçus si tu fermais ton produit. Ultra clair, ultra intéressant. Du coup, ouais, effectivement, souvent on connaît pas l'ordre entre les 2. Du coup, toi, tu Ouais, dirais que, bah, tu as la validation du marché qui arrive en amont, hein, c'est ça? ouais, c'est vraiment une première étape. Là, on va essayer de comprendre euh, auprès de qui et avec quoi on va pouvoir lancer un produit et pour quel prix. D'accord, OK. Trop bien. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, maintenant, comment on fait pour valider ce marché? Yes, bah, du coup, vaste question. En gros, comprendre son marché, c'est vraiment la toute première étape. Donc, c'est la partie un peu bateau, mais ultra importante de tous les fondateurs de boîtes, vraiment tout au début. Là, c'est de la recherche. Donc, tu vois, typiquement, les VC, les analystes dans les fonds d'investissement, c'est c'est des bêtes pour aller chercher ce genre d'informations-là. Donc, quand tu es un fondateur de boîte et que tu commences à t'entourer avec ce type de personnes-là, c'est trop cool parce que tu as plein de data. Après, il faut arriver à faire le tri parce que parfois, c'est des gros spreadsheets, c'est des prêts assez longues. Mais en tout cas, c'est intéressant. Et par contre, quand tu n'es pas encore entouré et que tu veux le faire toi-même, ce qu'il faut faire, déjà, je pense que c'est mapper les boîtes existantes. C'est très rare d'arriver sur un marché complètement vierge avec aucune boîte qui s'est lancée auparavant. Mmh. Donc, mapper les boîtes existantes sur le secteur qui t'intéresse et avec le type de produit que tu aimerais lancer. Ensuite, bien comprendre quels sont les avantages de ces produits, quels sont les pains
que tu vas essayer de résoudre, enfin, en tout cas que ces boîtes-là résolvent pour leur audience. Et une fois que tu as bien compris quelles étaient les features qui poussent, il faut vraiment comprendre le modèle de rémunération. C'est hyper important aujourd'hui parce qu'on n'est plus du tout dans une ère où on peut lever des dizaines de millions d'euros très facilement sur 2 slides et embrayer très vite sur la levée de fonds suivante sans aucune data hyper fiable ou avancée. Du coup, aujourd'hui, c'est vraiment important de réfléchir dès le début au modèle de rémunération et voilà, du coup, comprendre aussi comment ces concurrents, en tout cas les acteurs du marché, vont pricer leurs features. Mhm. Et une fois que tu as réussi à comprendre tout cet environnement-là, ce qu'il faut comprendre, c'est le hook. Et en fait, le hook, c'est le truc qui fait que tu vas arriver à accrocher. Tu vois, par exemple, en paid, quand tu fais tes ads, c'est le truc qui va retenir l'attention des gens qui vont voir ta pub. Et, euh, et tu vois, si tu lances demain une solution de paiement pour du site e-commerce, le hook numéro un, ça va être le cashback. Il y a Ok. plein de boîtes, enfin après, je grossis un peu le trait, mais c'est souvent le cashback, quoi. Et quand je prends une boîte comme Juni, etc., c'est le truc indispensable pour se lancer sur la partie e-commerce dans le paiement. D'accord, ok. Et du coup, la dernière petite étape, attends, je te coupe et après Vas-y, vas-y, on vas-y, continue. vas-y. Mais en gros, le dernier truc à voir, mais bon, généralement, les VC s'assurent que tu y as réfléchi, c'est la profondeur du marché. Mhm. Donc en fait, essayer de voir comment tu fais pour faire x2 chaque année pendant 4 ans. Et après, au bout de 4 ans, généralement, ce qui se passe, c'est que tu peux élargir ton audience, élargir ton marché et attaquer une nouvelle verticale, par exemple. OK, trop cool. Effectivement, je voulais rebondir sur les points que tu as dit que je trouve ultra intéressants. J'ai eu Jean, Dubrul là, de Mail Meteor qui avait lancé Ouais. justement un produit. Il m'expliquait que, bah, comme tu dis, tu vois, c'est très rare que tu arrives sur un nouveau marché où il y a vraiment personne et si c'est le Mhm. cas, bon, bah, tant mieux pour toi, mais en même temps, tant pis parce que c'est ultra galère d'évangéliser et tu pas Ouais. trop de concurrence où tu pourrais être greffé et cetera. Et lui, ce Mm. qu'il faisait, c'est qu'il trouvait le marché, il allait tout benchmarker, surtout regarder tous les avis négatifs des clients Mm. et voir justement quels étaient les réels pains de ses Ouais. concurrents pour adapter en fait son produit et vraiment avoir un produit qui fit par rapport aux pains Ouais, carrément. des utilisateurs des concurrents. Et tu valides en fait le marché est déjà validé entre guillemets si tu veux et lui il Ouais. s'approprie un peu ça pour monter son truc et j'ai trouvé ça assez smart et ça te fait aussi gagner tu vois genre 6 mois, 1 an sur ton produit. Ouais, c'est les carrément. Franchement, si tu peux voir toutes les reviews qu'on donne de tes concurrents, tu vas vite comprendre que tel et tel truc, ben, c'est ce qui est bloquant aujourd'hui dans leurs produits. Que du coup, peut-être que ça, il faudrait prendre en considération assez tôt. Et ouais, franchement, c'est effectivement un quick win et je pense que c'est le genre de truc à faire. Trop bien. Et du coup, là, tu as, analysé tout ça, tu as ton hook. Comment ça va se propager? Comment tu vas le communiquer? Le hook, c'est vraiment le truc qui va accrocher les gens pour la partie acquisition. OK. Du coup, tu vas pouvoir, quand tu lanceras ton acquise sur différents canaux, hem, tester déjà ces hooks que tu as pu identifier pour voir s'il y en a un qui ressort plus que l'autre quand on a plusieurs. Mais en tout cas, c'est vraiment sur cette partie acquisition que tu vas pouvoir l'utiliser. Très bien. Et après, Tu vois, j'imagine typiquement en paid, quoi. ouais, j'imagine après, tu vois, tu le fais en paid et tu le rediriges après sur une landing page, c'est ça? Comment tu construis une landing page? Comment ça se passe? Ouais, en fait, bon, les landings aujourd'hui pour la partie paid, c'est de plus en plus inutile parce que les plateformes n'aiment pas trop que tu sortes de chez elles. Tu fais de la pub sur LinkedIn ou sur Facebook Ads. Euh, Franchement, les formulaires de lead gen form, c'est ce qui fait le taf quand tu veux de la conversion. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle lead gen form, parce que ça correspond à ton objectif. Non, mais c'est marrant, mais c'est vraiment poussé de cette manière-là pour être très logique. Et effectivement, il y a 3 ou 4 ans, c'était pas du tout le cas. Avant, il fallait commencer tout de suite par construire sa landing page pour ensuite envoyer du trafic dessus et ensuite générer des leads avec un formulaire sur la page. Aujourd'hui, ça fonctionne plus du tout comme ça. C'est vraiment, mais c'est un détail opérationnel de paid, mais en gros, c'est des lead gen form qui fonctionnent bien quand tu veux générer des leads, quoi. Mais sinon, voilà, la première étape, c'était vraiment de construire, enfin de comprendre quel est son marché. Ensuite, ça va être vraiment de drafter sa page, sa landing page. Donc effectivement, ça reste utile, non pas pour la conversion, mais déjà pour toi, bien comprendre comment tu as envie de présenter ton offre, quelles sont les features les plus importantes, comment tu les priorises. Mmh. Voir carrément, alors il ne faut pas over-engineer parce que ça ne sert à rien de passer 5 jours sur le sujet, mais
construire un deck commercial, ça peut être pas mal pour toi vraiment arriver à ordonner tes idées, construire ton offre. Et au pire, histoire de te dire que tu n'as pas perdu du temps, tu l'envoies dans le premier email que tu envoies à tes prospects. Comme ça, au moins, ils ont le détail de ton offre. Je sais qu'il y a certaines cibles qui aiment bien avoir des slides qui disent voilà, on fait ça, 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 le prix c'est ça. Voilà quels sont les next steps. OK, trop bien. Donc là, tu as ta landing, tu vas essayer de tu as ton discours, tu as ton ton, tu sais où tu vas et quel est le message que tu veux faire passer. J'imagine qu'après tu vas chercher de l'acquise. Ça va être, Exactement. le nerf de la guerre. Comment tu vas Grave. faire pour choper de l'acquise? Bah, alors déjà, ouais, choper de l'acquise. Par contre, bon, ça sert à rien de répéter, je pense que tous les grosses le disent, mais qu'il faut tout mesurer, évidemment. Mmh. Mais l'idée, c'est aussi de tester les canaux. Donc bien sûr que tu mesures, mais pas pour rien, mais pour comprendre vraiment quel canal d'acquisition fonctionne, quelle audience fonctionne, quel coût d'acq tu as sur telle et telle feature, et du coup, construire ton produit en fonction de ça. Du coup, la première étape, c'est voilà, lancer l'acquisition. Et quand tu lances l'acquisition, moi, c'est ma préférence. C'est pas le cas de tout le monde, mais je trouve qu'en paid social, tu peux faire beaucoup de choses quand tu as besoin d'avoir rapidement des résultats concrets, chiffrés, parce que ben, les plateformes sont faites comme ça. Et du coup, en gros, ça te permet de cibler plus ou moins tout le monde. En fait, que tu sois en B2B, en B2C, peu importe ton secteur d'activité, sur le paid social, tu vas déjà pouvoir cibler ta target, quoi. OK. Donc ça, c'est cool. Et surtout, tu vas pouvoir pousser tes values propres de manière bien différenciée pour pouvoir comprendre si c'est, je sais pas, la facturage ou le débit différé ou enfin, peu importe quelles sont les values propres que tu testes. Mais en gros, ça te permet d'avoir des datas très précises sur le sujet, quoi. Trop bien, trop, trop bien. Est-ce qu'il y a d'autres, canaux que tu vas avoir? Tu vas avoir la partie paid, social. Est-ce que tu vas envoyer, je sais pas, appeler directement, essayer de tester ton marché en faisant du phone, en faisant des campagnes de mail, de LinkedIn? Ouais, bah, en fait, déjà, comme je disais, l'objectif, c'est vraiment d'aller tester des canaux. Donc, évidemment, il n'y a pas que Facebook Ads ou LinkedIn Ads. C'est à toi de prioriser, évidemment, parce qu'il y a des canaux qui paraissent plus logiques les uns que les autres. Donc, tu priorises ton canal, mais ça peut complètement être de l'outbound sur LinkedIn, comme ça peut être de l'outbound par mail. Et auquel cas, voilà, si tu sais que tu peux scraper une base, l'enrichir, faire du cold email, tester tes values propres, il n'y a aucune raison que l'outbound ne fonctionne pas, sauf si, ben, en l'occurrence, ta cible n'ouvre jamais sa boîte mail, ce qui est possible. Tu peux cibler des gens qui sont pas du tout CEO de start-up et qui sont collés à leur boîte mail, hein. Franchement, tu as des audiences qui ouvrent jamais leur boîte mail, auquel cas, bah, c'est pas le bon canal. Et là, du coup, tu peux réfléchir à un LinkedIn ou à Facebook, Mmh. Insta, etc. Et il faut juste que tu arrives à trouver un moyen de les atteindre rapidement, avoir des insights assez clairs sur quels sont les values propres qui fonctionnent D'accord. et avoir de la data fiable parce qu'en fait, c'est grâce à cette data que tu vas vraiment pouvoir construire ton produit. Donc savoir si, tu vois, j'ai bossé avec une boîte il y a pas longtemps, ils ne savaient pas exactement carrément quelle industrie allait attaquer, quelle verticale allait attaquer. Et du coup, par exemple, Facebook Ads, c'était trop cool parce que ça te permettait de lancer une audience blanche. Et dans cette audience blanche, donc c'est aussi une audience où tu donnes quasiment aucun critère, tu laisses Facebook pousser ça à plein de sous-segments de marché. Et tu vois, est-ce que ça va être des transporteurs, du BTP, du e-commerce, est-ce que c'était le value prop qui fonctionne auprès d'eux. Et du coup, tu peux dire, OK, est-ce que c'est plutôt BTP ou est-ce que c'est transport qui fonctionne? Et tu pars plutôt sur cette verticale. Donc, tu vois, ça peut être hyper intéressant de partir sur du paid social en premier. Et, euh, et du coup, si après tu vois que c'est BTP, eh ben, tu refais ton audience BTP. Cette fois, tu pousses des values propres vraiment adaptées à cette verticale-là. Et en fonction de ces résultats, tu construis un produit financier pour le BTP avec une connaissance très claire de leurs problématiques. Et évidemment, comme tu le mentionnes, les mecs, il faut les avoir au téléphone, quoi. À la fin, tu pousses de l'inscription. Donc, tu essaies de choper leur email, etc. rapidement. Tu leur envoies un mail pour récapituler ce que toi tu fais. Et ensuite, tu les appelles et au téléphone, tu essaies de vraiment comprendre qui ils sont, quels sont les outils qu'ils utilisent actuellement, quels sont leurs besoins. Et tu leur pitches ton truc. Et Mmh. c'est à ce moment-là où tu vas pouvoir choper des informations hyper intéressantes sur le prix, par exemple, le prix de ta solution. Est-ce que ça bloque ou pas du tout? Et tu vois, il y a pas longtemps,
J'appelle les gens qui se sont inscrits, je leur dis voilà, du coup, vous faites bien ça comme type d'activité, vous êtes tant d'employés, vous avez combien de véhicules, etc. Nous, on fait ça. Ça coûte tant d'euros par mois par carte bancaire. Est-ce que et en fait, tu vois tout de suite s'il y a un problème ou pas. Et là, bon, en l'occurrence, c'était OK, let's go. Est-ce que je peux recevoir la carte la semaine prochaine? Et c'était trop cool. J'adore avoir ce genre de cibles-là qui sont faciles et qui n'ont pas d'objection sur le prix. Et tu testes des trucs, tu vois. Au début, tu dis 29 € par mois. Après, tu dis 39. Et tu vois le moment où ça commence à devenir un sujet et là où ça commence à bloquer. Mmh. Super Ouais, intéressant. il faut que les gens tellent, quoi. Et comme ça, tu as un peu de données, qualitatives, des Carrément. choses que tu aurais pas pu voir avec la data et puis surtout, c'est des insights et même des phrases, des messages qui tu vas pouvoir reprendre, soit sur ta proposition de valeur, soit dans ton discours, où tu vas vraiment énoncer les pains qu'ils ont en faisant cette recherche. Donc ça, Ouais, exactement. c'est trop cool et donc là, on a compris le comment. À quel moment on se dit: «OK, là, notre, marché, il est validé»? Est-ce que tu as des insights, tu dis, «Bah, il faut atteindre tel objectif»? Comment tu sais quand il est validé, toi? Ouais. Hem, Franchement, généralement, c'est un peu con de le dire comme ça, mais franchement, tu le sais. Mmh. Quand tu appelles, des gens qui s'inscrivent rapidement pour des coûts assez faibles, que quand tu les as au téléphone, tu cernes bien, le type de boîte que c'est, leurs besoins et tu vois qu'effectivement, ils ne se sont pas trompés en remplissant le formulaire, que, c'est exactement, le type de boîte qui t'intéresse et que tu peux vraiment répondre à leurs problématiques. Là, c'est trop cool et si tu vois qu'il y a aucune objection sur le prix ou que du moins, au pire, tu l'adaptes ton prix et que ça peut marcher. Si la seule problématique, c'est: «OK, quand est-ce que je reçois ta carte bancaire?» ou «Quand est-ce que, je m'inscris à ton service?» Et que tu m'onboardes, là, tu sais que tu as validé ton marché, quoi et qu'il faut juste dérouler en acquisition maintenant et c'est là où tu vas commencer à ramasser sur la partie onboarding parce que, bah, du coup, tu as 300 personnes qui sont, dans ton pipe, qui attendent qu'une chose, c'est que tu commences à les onboarder et en fait, c'est toujours aussi un petit peu difficile, mais à la limite, c'est un bon problème. Ta problématique, c'est, j'ai plein de gens qui sont chauds, qui veulent, commencer à utiliser le produit. Bon, le produit est pas créé. Ça, c'est un problème, mais c'est un bon problème et du coup, à ce moment-là, bah, ce qu'il faut faire, c'est pas faire une croix sur eux, tu vois? Mais tu leur envoies un petit mail et tu leur dis: «Désolé, on a», enfin moi, en tout cas, c'est ce que j'ai fait récemment, c'est: «Désolé, on a eu une énorme demande, début septembre, on pourra pas répondre dans les délais, standards. Hem, on vous onboardera, je sais pas, dans 2 mois», tu vois? Mmh. Bon, bah, s'ils attendent, tant mieux, s'ils attendent pas, tant pis. Quoi qu'il arrive, c'est des gens qui sont chauds et qui ont été bien utiles, quoi. Ouais, c'est ça et en vrai, c'est trop cool parce que même si tu as un délai de 1 mois, la solution n'était pas là avant donc je pense que s'ils ont pu attendre, tant d'années, sans cette solution, ils peuvent attendre un petit mois Ouais, c'est ça. et puis toi, ça te permet de pas prendre de risques, de créer quelque chose, comme on disait au tout début, de créer quelque chose qui, au final, ne va pas être acheté, en tout cas qui a pas trouvé, son Mmh. marché. Trop cool. Bon, Ouais, carrément. en vrai, c'était super intéressant. Merci à toi, Victor. Avant de nous quitter, j'aime bien poser cette dernière question. Est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent? Ouais, ben, bon, déjà, c'était un plaisir. Franchement, trop cool cet épisode de podcast. Il a filé à une vitesse folle, et j'espère qu'il aura été utile. En tout cas, s'il y a des questions, je suis preneur. Envoyez-moi un petit message sur LinkedIn. Ce sera un plaisir d'y répondre et du coup, mes conseils d'amis, en gros, ce serait, discuter un maximum, de ton projet avec, des gens autour de toi, pour avoir, leur avis. Tu le prends ou tu le prends pas, mais parfois ça te permet de voir des choses que tu as pas pu identifier, au départ parce que tu avais la tête dans le guidon et tu commences à tomber amoureux d'un produit qui est pas encore créé. Mmh. Donc voilà, vraiment, premier conseil, c'est discuter avec du monde et le deuxième, c'est ne pas over engineer. C'est-à-dire, donc vraiment, faire le plus simple, tout le temps, parce que, tu vas construire, déconstruire à une vitesse folle et ça sert à rien de passer, 1 semaine sur, un élément si en fait dans 2 semaines le truc saute. C'est vraiment beaucoup de temps perdu. Je pense qu'il faut vraiment simplifier. Pour prendre un exemple, très concret, hein, c'est, par exemple sur le CRM, t'emballes pas trop avec ton CRM. En vrai, tu envoies tes leads dans un spreadsheet, tu les appelles un par un, tu mets une couleur ou tu les mets dans une autre feuille de calcul. Enfin, vraiment pas se prendre la tête. Ouais, Aller très vite. clairement, entièrement d'accord. Trop cool. Bah, merci à toi, Victor. On se dit à très vite et à la prochaine. Avec plaisir, salut, Salut. Ciao, ciao. ciao.
J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.